Ce qu'on appelle communisme dans les milieux bien avancés, c'est la grande assurance nougat, le parasitisme le plus perfectionné des âges, garanti admirablement par le servage absolu du prolétariat mondial, l'universel des esclaves par le système bolchevique, farci, superfasciste, boulonnage international, le plus grand coffre-fort blindé qu'on aura jamais conçu, rivé, compartimenté, soudé au brasier de nos tripes pour la plus grande gloire d'Israël. La défense suprême des éternels youtres pillages, l'apothéose tyrannique des délires sémites. Salut! Pour ça vraiment. Non, Moloch, je ne m'en ressens pas. Pour faire remonter sur le trône d'autres fous semi-nègres encore 1000 fois pires, plus incapables, plus jacasseurs, 1000 fois plus criminels encore que ceux qu'on vient de perdre. Autant de super béonzins, des clous, pourquoi faire? Mais s'il s'agit du vrai communisme, du partage de tous les biens et peines du monde dans la plus stricte égalité, alors je m'en ressens comme personne. J'ai plus besoin qu'on me stimule, qu'on me bassine, qu'on me catéchise. Je suis prêt, au garde-à-vous. Je suis le plus grand partageux qu'on aura jamais connu, et je vous fous mon billet qu'il me faut pas beaucoup pour vivre. Communisme tant qu'on voudra, mais sans les Juifs, jamais avec les Juifs. Rappelons un peu les événements. M. Gide en était encore à se demander tout éperdu de réticence, de sinueux scrupules, de fragilité syntaxique, s'il fallait ou ne fallait pas enculer le petit bédouin, que déjà depuis belle lurette le voyage avait fait des siennes. J'ai pas attendu mes 80 ans pour la découvrir, l'inégalité sociale. À 14 ans, j'étais fixé, une bonne fois pour toutes. J'avais dégusté la chose, j'avais pas besoin de savoir lire. Qu'il me soit permis de noter, puisque l'oubli est à la mode, qu'avant, depuis, pendant le voyage, les écrivains de gauche, en titre, en cours au balcon, se sont énormément grattés, ici, là-bas, et puis ailleurs, pour nous donner dans le sens communiste intime quelque chose d'encore beaucoup mieux. L'intention était fort louable, parfaitement honnête, mais où sont les chefs-d'œuvre promis? C'est pourtant bien réuni, ici, là-bas, et puis ailleurs. Et comme on a bien déclamé, énormément pontifié, comme on a tranché, jugé, pourfendu, navré les impies, sur le plan idéologique. Quel massacre encore, et puis tout transporté par l'apostolisme, n'y tenant plus de se faire voir, trop admirable à contempler, comme on sait bien tâter l'esprit devant des millions de personnes, émerveillés, exultants, à garde au bord des estrades devant tous ces génies radiants en puissance. Comme la critique a bien rampé, comme elle a bien encensé, devant ces soufflets, tambouriné ces pauvres merdes. Les moindres fifrelins poussifs, le moindre aigrelet vermicule tombé du cul de ces prodiges. Quelle fracasserie de tambour pour saluer la chute au papier du plus piteux de ces faux étrons. Quel carafouillage de trompettes. Où sont cependant les chefs-d'œuvre promis? Je n'aperçois partout, au plus loin dans ces déserts de la promesse, que piètres jonchées de brosses à reluire, toutes abusées jusqu'à la corde. En a-t-on hurlé des sottises? Avec quel cosmique culot s'est-on poussé du rose au rouge, au blanc, au surmoi plus que rouge? Pauvre moi, de nature si tiède! Ce pourrait être un grand motif comique de l'époque, la déconfiture spirituelle des écrivains de la gauche, théâtre ou roman. L'âme n'a pas suivi, mais pas du tout. La doctrine, la tartufferie générale. À cet égard, tout au moins, la faillite est totale. L'âme communiste ne s'exprime nulle part. Dans aucun de ses livres claironnés à tel fracas pour une excellente raison, c'est qu'ils émanent d'individus dits créateurs, tous absolument bourgeois, de cœur et d'intention, frénétique intime de l'idéal des bourgeois. Ils ne possèdent que le plaqué doctrinal communiste, le charabia, le tout venant des bobards. Ce n'est pas facile à faire naître une musique au commandement. La preuve, où sont les chefs-d'œuvre promis?
Je posai la question sans malice, croyez-le bien, au directeur des éditions d'État, M. Orlov, à Leningrad. M. Orlov possède la tête de bourreau la plus angoissante, la plus froncée qu'on puisse découvrir dans cette ville où pourtant le patibulisme se porte énormément. Auprès de M. Orlov, M. Debler, que je connais un peu, vous prendrez un petit air bénin, accommodant, pusillanime. Où sont les chefs-d'œuvre promis? Ils vont venir, me répondit-il fort engageant à sa manière. Ils ne viendront pas, M. Orlov. Je ne crois pas. Je ne crois plus. Et pourquoi donc? Parce que vos auteurs ne sont pas très communistes. Ils sont même assez bourgeois. Et puis quelque chose de servile. Sur ces mots prit fin notre entrevue. L'unique. Par les circonstances de la vie, je me suis trouvé pendant 4 ans titulaire d'un petit emploi à la SDN, secrétaire technique d'un juif, un des potentats de la maison. C'était un drôle de boulot, assez marrant, faut bien le dire, mais pour la douillance, assez terne, pas très généreux. Pas de quoi se régaler du tout. Je faisais partie, moi, du petit cadre, des auxiliaires, des gens de peu. Les places notables, les vrais nougats sont occupées, là comme ailleurs, par les juifs et les maçons. Faut jamais confondre. École normale, Oxford, Polytechnique, les beaux inspecteurs des finances, etc. Enfin, l'aristocratie. Je briguais rien, soyez tranquille. Je suis pas jaloux. C'est pas mon genre de réussir. C'était seulement une aventure. Je suis pas fait pour m'incruster. Mais alors, en fait d'expérience, je peux dire qu'elle m'a bien servi. Je regrette pas mon temps de Genève. J'ai vu travailler les grands juifs dans les coulisses de l'univers, préparer les gros fricots. Ils y viennent tous, tôt ou tard. C'est un endroit de leur dévotion. C'est la plus grande synagogue dans le grand temple maçon de l'univers. C'est l'antre des combinaisons les plus vicieuses de l'époque et de l'avenir. Depuis le secrétaire général jusqu'au dernier journaliste, il faut avoir une drôle d'odeur pour faire Florès dans la tôle. Il faut en être, quoi. Il faut en être. Tout ce qui n'est pas youpin ou mascaille est assez vite éliminé. Je me faisais pas de grandes illusions. C'est regarder qui m'intéressait. Ma carrière administrative, elle, a quand même duré 4 ans. C'est un bail. Je les ai vus venir, les grands juifs. Les plus grands maçons de la planète, les plus inquiets, les plus arrogants, les plus endurcis, les plus mégalophraseurs, les plus muets, les plus opulents, les plus tristes, depuis Bergson et Curie Madame jusqu'au Ben Simons britannique et Rastafari. Il faut entendre comme ça cafouille tout ce petit monde. J'avais appris aussi, moi, la chinoiserie des commissions, la dialectique des compromis. Seulement, faut pas être trop curieux, se montrer friand d'origine. C'est pas bien vu dans la maison. Pas trop de précision, s'il vous plaît. Quand je devenais inquisiteur, mon grand patron, Jubelblatt, il m'expédiait en voyage, en mission d'études. J'ai fait ainsi les continents, la recherche de la vérité. Si les voyages forment l'âge mûr, je peux dire que je suis bien fait. Craquelure, comme j'ai voyagé pour m'instruire, pour accroître toutes mes connaissances. Comme j'en ai vu des hôpitaux, comparé des laboratoires, éplucher les comptes des nurseries, vu fonctionner des belles casernes, cavaler dans les abattoirs, admirer tant de crématoires, expertiser tellement de laiteries, des modèles et des moins propres, de la Gold Coast à Chicago et de Berg op Zoom à Cuba. Je devrais être de l'Institut tellement qu'on m'a enseigné des choses, des techniques et des pires encore, extraordinairement ennuyeuses. Comme j'en ai vu des savants, barbus, chauves, postillonneux, bigles, comme ils m'en ont donné des leçons. Darley Street à San Francisco, de Leyden, songeuse aux tulipes, à Port-Lagos en Nigérie, bouillante de fièvre jaune. Je devrais être presque parfait en 10 000 matières scientifiques dont je ne sais plus un traître mot. Je suis vraiment l'un des crétins les plus fiefés de la planète. Ainsi va la vie. On s'est donné un mal inouï pour me sortir de ma torpeur, comme j'en ai parcouru des maîtres et tous admirés jusqu'au bout, sur toutes les coutures des heures et des heures, chacun.
des fins cliniciens ventropettes, des hygiénistes si convaincants, si transformateurs, rénovateurs, si prometteurs que simplement leur salive valait déjà le prix des diamants. Irisé mirage. J'en ai vu des cardiologistes, des endocriniens éperdus, des physiopathes sympathologues et des encore bien plus étranges, plus péremptoires, confusionnistes, superspicaces les uns que les autres. Graine de Dieu, quel tourment, quelle engeance! Tous les néo-diafoirus du progrès moderne, ils se sont donné rendez-vous pour éberluer ma pauvre gomme. Est-ce que j'ai pu les subir? Vertigineux, impérieux, vindicatifs ou miellés? Toujours à se prendre, se déprendre, se perdre un peu, s'entortiller, se faire venir sur un glavio, sur une pelure de lentilles, sur un poil pénien, une sottise, un mot, des heures encore pour une virgule, dans tous les sens, comme ces bavards, puérils et fats, étroits, râleux, Bouddha, inquiets, mégalomanes, persécutant un humble chercheur. Le pire des cabots, un Sacha, c'est encore qu'une pâle violette auprès d'un loucheur en micro, d'un effileur de pipette. Les pires matulus du monde, les plus susceptibles cabotins, les plus irascibles vedettes, c'est dans les congrès qu'on les trouve, dans les bagarres de vanité pour les avancements des sciences. Faut entendre alors ces gueulements, faut observer ces tours de vache. Ils sont prêts à tous les crimes pour voir leur blase en compte-rendu élogieux. Hubelblatt, mon cher patron, c'était son métier tout spécial, son œuvre internationale d'entretenir des relations suivies avec tous les grands ténors de la découverte. Moi, mon petit affure personnel, ça consistait à l'aider dans le cours de sa politique, l'approche, la diplomatie, l'art de faire plaisir à tout le monde. À la mère, au père, au cousin, tâche bien aride s'il en fut, à travers ces bilieux ingrats au possible. Les échecs tournent en vinaigre, en instantanée rupture, en vexation considérable, diplomatique. Les savants sont impitoyables sous le rapport vanité. C'est pas, croyez, une petite pause que de rassurer un savant, de bien lui ancrer dans le cassis que c'est bien lui le premier du monde, le tout excellentissime qu'on n'en connaît pas deux comme lui, sous le rapport intuition, bouleversante synthèse, probité, etc. Ça demande beaucoup de gestes et de paroles, et des écritures continuelles, et des ruses irréprochables, et puis un culot pas croyable, et puis une mémoire des bobards absolument extraordinaire, impeccable, extra-lucide. C'est la question de vie ou de mort de se rappeler ce qu'on a dit. La moindre gaffe, c'est la bascule. En toute occasion et par tous les moyens valables ou probables, les savants doivent jubiler d'un bout à l'autre des états des 48, pas une seconde de répit pour leur passer des pommades, leur envoyer des petits rappels, des petits fafios, des transports gratuits, 1000 frais, 10 000 confidences, 100 000 compliments et des tours de commission pour qu'ils puissent venir en personne à Genève s'acheminer, s'étaler, discourir encore. Bernard Léon de Paris, ce gros rabbin médical parfaitement prétentieux et nul, était un des grands assidus de la princesse du Léman. On l'a bien connu, nous autres. C'était un raciste effréné, presque aussi actif que Vidal, et c'est pas une bagatelle. Il a fait énormément pour l'invasion des médecins youtres, leur triomphe en ville. Toute sa carrière a consisté, sous des apparences, à faire naturaliser 5 à 6 médecins juifs par semaine. Tous racistes, évidemment. Ils lui doivent une vraie statue, ces alluvionnaires, dans la cour de la faculté en or, sur un veau. Hubelblatt, faut lui rendre justice, il était bien moins con que les autres, dans le genre des grands savants, bien moins mesquin, moins abruti, moins prétentieux. Il pigeait parfaitement l'astuce. Il délirait pas dans sa glace, mais il était erratique comme tous les vrais prépucés. Il tenait pas en place. Il fallait qu'il trace, qu'il revendique. Son genre de voyage favori, c'était la Chine. Il allait militer par là. Il faisait un saut jusqu'au Japon. Il préparait les petites affaires, et puis il rentrait dardard. Il retraversait toute la planète pour un télégramme, pour un soupir, pour rien du tout. Il repassait par la Russie. Il ne repassait plus par la Russie.
Il rappliquait par le sud. Il rattrapait son télégramme, son soupir, son rien du tout. Et puis, flop, je le voyais jaillir un matin. Je le retrouvais d'un seul coup derrière son bureau. Il émergeait de l'autre bout du monde, comme ça. Il faisait le juif errant, l'homme lubi, l'insolite. Pour réfléchir, il s'arrêtait derrière ses binocles. Il oscillait en avant, tout doucement sur cette tatane, des vrais bateaux, comme le pendule. Cette manière de se tenir, bizarre dans la vie, de disparaître dans les fugues et puis de revenir courant d'air. Ça ressemblait pas à grand-chose. On aurait bien pu penser. Cette agitation est grotesque. Ce n'est que de la dispersion, du pas sérieux, de l'étourderie. Cet homme travaille du grelot, et pourtant, c'était l'essentiel, faut pas se fourvoyer. Regardez un peu les fourmis, comment elles s'agitent, elles font pas toutes vraiment quelque chose. Elles transportent pas toutes une bricole. Elles vont, elles passent, c'est leur boulot. Elles reviennent, elles se dépêchent, elles lambinent. Elles n'ont pas l'air de savoir, de se promener au petit bonheur. Et puis, pourtant, elles fourmillent. Elles ont leur idée. C'est ça l'essentiel, fourmiller. Comme les Juifs, ils sont pas beaucoup en proportion sur la terre. 15 millions. Il faut que partout ils se montrent, qu'ils soient partout à la fois, qu'ils essaiment les bonnes paroles à travers les colonies juives et les puissants de la juiverie, et les tout petits juifs aussi, occultes ou avoués, apparents ou camouflés, mais tous bien racistes. Il faut que la ferveur s'entretienne, l'excellente entente, les courants ardents de l'œuvre, la passion du triomphe prochain, avec des chiffres, à l'aide de chiffres, de statistiques, d'autres bilans encore, d'autres victoires partielles, des congrès à l'infini, pour la paix toujours, pour le progrès, la lumière, l'avancement des sciences et des hommes. Comme ça, et toujours et tout le temps, de Washington jusqu'en Chine, de Gênes en Grèce, au Canada. C'est un affût formidable, pas une minute d'interruption. Promettre, flatter en traçant, réveiller le zèle ou la haine qui s'attardent, s'affaiblissent, se perdent. Relancer, quel tam-tam, veiller au grain, parcourir, disparaître. Il était infatigable en ses pirouettes, preste, échappé, trapèze. Colloques furtifs, mystères et passe-passe internationaux, le frêle Jubelblatt, toujours en coléanisme, en voltige, vertige entre deux câbles, deux télégrammes, deux rappels, toujours en train de se relancer un peu plus loin dans la pagaille, dénicher encore d'autres trames, d'autres filins plus embrouillés, raccrocher le tout en énigme et puis défendre toutes ces intrigues par des petites trappes bien occultes. Il n'arrêtait pas. On le voyait plus. Il me rappelait du zoo de Londres cet animal extravagant, l'ornithorynx, qui est si habile, le faux castor incroyable, qui a un bec énorme d'oiseau, qui n'arrête pas aussi de plonger, de fouiner, de revenir. Il disparaissait, imprévisible, la même chose, Jubelblatt. Plaf! Il enfonce, plonge dans les Indes. On ne le voit plus. Une autre fois, c'est dans la Chine, dans les Balkans, dans les ombres du monde, dans la profondeur. Il revenait à la surface, tout éberlué, clignotant. Il était habillé tout noir, comme l'ornithorynx, et puis aussi l'énorme tarin, exactement aussi marrant, cornu comme l'ornithorynx. Il était souple à l'infini, extraordinaire à regarder, mais au bout des poignes, par exemple, il avait aussi des griffes et des venimeuses comme l'ornithorynx. Il fallait déjà le connaître depuis vraiment un bon moment pour voir qu'il voulait montre. La confiance, c'était pas son faible. Enfin, je ne vais pas prétendre que je m'ennuyais sous ses ordres. Ça serait mentir. Tel qu'il était, il me plaisait bien. J'avais même pour lui de l'affection. Bien sûr, il n'oubliait pas de m'arranger de temps à autre, de me faire déguster une vacherie. Mais moi, je ne me gênais pas non plus. Il y avait une petite lutte sournoise. Un jour qu'il m'avait laissé comme ça, trop longtemps à Genève, dans des boulots imbéciles, à mariner sur les dossiers, j'ai comploté dans mon genre une petite pièce de théâtre. C'était assez inoffensif. L'église. Elle était ratée, c'est un fait, mais quand même, il y avait de la substance. Je lui ai fait lire à Jubelblatt, lui qui se montrait dans la vie le plus éclectique des youtres, jamais froissé de rien du tout. Ce coup-là, quand même, il s'est mordu. Il a fait une petite grimace. Il n'a jamais oublié. Il m'en a reparlé plusieurs fois. J'avais pincé la seule corde
qui était défendue, qui n'était pas bonne pour les joujoux. Lui, il avait nettement compris. Il n'avait pas besoin de leçons. Quant aux Ariens, c'est la détresse. Si on ne leur annonce pas les choses avec du néon, quel est l'animal, je vous demande, de nos jours, plus sot, plus épais qu'un Arien? Quels os le reprendraient? Le paradis.